Et je vais demander à Nathalie Coutinet, qui est également économiste, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord, de venir. On change de thématique jusqu'à la fin de la journée. On parle du médicament. Voilà. Maintenant, on ne parle que du médicament jusqu'à la fin de la journée. Bonjour, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Donc on va changer de sujet. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de médecins dans la salle, donc je pense que ça va vous parler. Donc moi, je vais vous parler de la financiarisation de l'industrie pharmaceutique. Donc on est vraiment dans autre chose. Et je voulais commencer par deux exemples pour illustrer un petit peu les propos. Le premier exemple, c'est un exemple d'actualité. C'est la question de l'Ozempic. Donc vous avez tous entendu parler, je pense, de ce médicament qui lutte contre l'obésité et donc qui semble donner pour une fois des résultats et qui suscite un engouement extrêmement important, notamment aux États-Unis. Et c'est un médicament qui a été développé par un laboratoire qui est assez peu connu en France, qui s'appelle Novo Nordisk, mais qui est un laboratoire danois extrêmement connu. Alors, je ne vais pas abreuver, je vous rassure, tous mes slides ne sont pas pleins de pourcentages et de données, mais je trouvais que c'était assez amusant de commencer par ça, parce que, vous voyez, c'est un bénéfice d'exploitation qui a augmenté de 37% en couronne danoise, un chiffre d'affaires aux États-Unis en particulier de 50%, des ventes donc d'Ozempic contre l'obésité qui ont augmenté de 147%. En contrepartie, et c'est les deux points qui m'intéressaient aussi, en contrepartie, les ventes de médicaments contre les maladies rares ont diminué. Elles ont diminué parce que Novo Nordisk a réorienté son outil de production sur l'Ozempic. Évidemment, ça rapporte. Et puis, lors de l'Assemblée générale annuelle de mars 2024, il a été décidé d'augmenter les dividendes par action et de se lancer dans un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 3 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le rachat d'actions ? Ça veut dire qu'en fait, les entreprises rachètent leurs propres actions pour augmenter les dividendes des actions qui restent. Donc, les bénéfices ne servent pas, comme moi j'ai fait des études d'économie il y a très longtemps, et on nous expliquait que les bénéfices, les profits, c'était les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Ce truc-là, il est devenu complètement faux. C'est vraiment un truc complètement stupide. À quoi servent les profits aujourd'hui ? À racheter les actions et donc à augmenter la richesse des actionnaires. Un deuxième exemple que vous connaissez aussi, c'est l'exemple des vaccins Covid, donc ont été développés à la fois par BioNTech et Pfizer et puis par Moderna de l'autre côté. Ces vaccins ont rapporté $1 000 par seconde à ces laboratoires, ce qui est évidemment un chiffre qui dépasse un petit peu l'entendement du commun des mortels, et des vaccins qui sont facturés à minima 5 fois leur coût de production, sachant que ces firmes ont bénéficié de subventions publiques très largement, puisque Moderna a été financé par les États-Unis. Alors pas Pfizer, mais BioNTech a été largement financé par le gouvernement allemand notamment. Évidemment, ces trois entreprises ont refusé de mutualiser leurs connaissances et leurs technologies pour que les pays du Sud puissent avoir accès aux vaccins. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation ? On peut, à titre d'exemple, reprendre un laboratoire qu'on connaît tous, c'est Sanofi. On connaît tous parce que c'est un laboratoire, on va dire, français, entre guillemets. Alors, c'est un laboratoire qui, au départ, était quasiment public puisque c'était développé avec Alpha-Aquitaine pour les plus vieux d'entre nous. Vous vous souviendrez d'Alpha-Aquitaine, pour les autres moins, c'était une grande entreprise française pétrolière. Et aujourd'hui, c'est une firme qui est notamment détenue par BlackRock. Donc on a fait une trajectoire assez importante en assez peu de temps. Sanofi s'est construit par fusion et acquisition. D'abord Sanofi Saint-Élabo. Saint-Élabo, c'était une filiale de L'Oréal, ce qui explique que L'Oréal est toujours au capital de Sanofi. Et puis ensuite, en 2004, il y a eu une fusion entre le laboratoire allemand Hoechst et Rhône-Poulenc. Là aussi, pour les plus vieux d'entre nous, ça vous rappellera quelque chose, Rhône-Poulenc. Et donc, il y a une séparation des divisions chimiques et pharmaceutiques.
les pharmaceutiques se sont regroupés pour former Aventis. Aventis a ensuite été racheté par Sanofi. Donc c'est donc par opérations successives que s'est créé ce laboratoire. Alors français, je ne sais pas ce qui reste de français, parce que quand on regarde l'actionnariat de Sanofi, ce sont des institutionnels. Alors les institutionnels, ça veut dire des fonds d'investissement, des sociétés d'assurance, etc. Donc 67% d'étrangers et 44% américains, 11% de Français. Et j'ai fait vite fait le slide, les 7%, ce sont les institutionnels étrangers. C'est BlackRock, vous connaissez tous, je pense, BlackRock, un fonds d'investissement particulièrement bienveillant. Bienveillant, on peut s'arrêter là. Et puis, c'est aussi 10% par L'Oréal, donc qui reste historiquement au capital de Sanofi. Mais si on regarde bien, on voit que ce sont les institutionnels qui ont le pouvoir, donc les fonds d'investissement. Et ça explique, pour moi, ça illustre très bien ce qu'on appelle par financiarisation, parce qu'on parle tout le temps de la financiarisation, mais finalement, c'est quoi ? La financiarisation, ça renvoie à l'idée que les firmes, alors ici, ce sont des laboratoires pharmaceutiques, mais ça pourrait être autre chose, eh bien, vont adopter des stratégies qui vont satisfaire les actionnaires. On parle de valeur actionnariale dans notre jargon, et on parle de maximiser la valeur actionnariale. Alors, quand on cherche à maximiser la valeur pour l'actionnaire, on n'a évidemment pas une stratégie comme quand on cherche à développer la firme ou à produire le plus possible pour le bien-être de la population, enfin des trucs qui sont complètement obsolètes et dénués, complètement sortis de la tête des grandes firmes pharmaceutiques. À quoi on pense ? Eh bien, on pense à externaliser tout ou partie de la production, de particulier dans les pays à bas salaire. On pense à se focaliser sur les pathologies les plus rentables. C'est mieux de produire de l'Ozempic que de produire des médicaments qui pourraient être utiles pour les pays du Sud, par exemple. On cherche à développer ce qu'on appelle des blockbusters. Les blockbusters, c'est des médicaments qui rapportent plus d'1 milliard de dollars. Donc, c'est des gros médicaments qui sont très intéressants pour les firmes. Et puis, on cherche aussi, par exemple, à exercer une pression sur les prix. Donc, toutes ces stratégies, elles visent, encore une fois, à faire en sorte que les actionnaires soient le mieux rémunérés possible. Alors, dans le secteur pharmaceutique, on a un deuxième élément qui va jouer un rôle central et qui, à mon sens, explique que le secteur pharmaceutique est sans doute un des secteurs les plus financiarisés au monde. Ce deuxième élément, ce sont les brevets. Les brevets, c'est extrêmement important. Ce sont donc des droits, des droits de propriété qui confèrent au laboratoire des positions de monopole. Vous voyez tout ce que c'est qu'une position de monopole. Alors, il faut rappeler que ces brevets, ils sont récents en réalité. Dans les années 60, les brevets apparaissent. Alors, je vous fais grâce de tous les débats qu'il y a eu, mais c'est assez amusant de repartir dans les débats qu'il y a au XIXe siècle, par exemple, sur la brevetabilité des médicaments. Et il y a évidemment les pour et les contre. Et les contre, c'est de dire que ça va donner des positions de monopole qui feront augmenter les prix et qui réduiront l'accès au traitement. Ils n'avaient pas complètement tort, ces penseurs du XIXe siècle. Et puis les pour, c'était évidemment de protéger, de favoriser l'innovation, etc. Et on pourra en discuter. Et c'est aujourd'hui démontré que c'est faux. Donc, dans les années 60 apparaissent ces brevets, mais c'est des brevets sur les procédés de fabrication. Ce n'est pas des brevets sur les molécules. C'est ça qui est intéressant, parce que finalement, si vous arrivez à reproduire la molécule par ce qu'on appelle le reverse engineering, vous décomposez finalement la molécule, vous pouvez la produire. Donc, comme ça, il y a des tas de laboratoires qui ont pu produire des médicaments qui avaient des brevets, mais pas sur la molécule. Dans les années 80, d'abord aux États-Unis, on a un très fort renforcement de la législation sur les brevets. Les brevets deviennent plus longs. Ils portent maintenant sur les molécules et non plus sur les procédés de fabrication, ce qui change, vous l'aurez compris, je pense, énormément de choses. Et puis, ils peuvent aussi concerner des séquences de gènes. Et dans les années 90, on a des accords à l'OMC qui s'appellent les ADPIC. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose. C'est l'accord sur les droits de propriété qui touchent au commerce. Et ces ADPIC, ils sont signés donc à l'OMC et ils vont étendre finalement la législation américaine au monde entier.
C'est-à-dire que l'ensemble du monde, enfin tous les pays qui ont signé ces accords, donc c'est presque 200 pays, un peu moins de 200 pays, eh bien s'engagent à mettre en place une législation sur les brevets, une législation très importante et qui donc confère aux firmes qui disposent des brevets non plus des monopoles nationaux, mais des monopoles mondiaux sur les brevets. On pourra reparler, si vous voulez, des conséquences, mais on les voit quand même assez bien poindre. On a des pays qui étaient des grands pays producteurs de molécules, par exemple l'Inde, qui historiquement avait une production pharmaceutique, ce qu'on appelait des copies légales. En fait, ils copiaient des médicaments qui étaient brevetés dans les pays du Nord, mais en fait, tout le monde s'en fichait parce que ce n'étaient pas des marchés solvables. En aucun cas, les firmes indiennes ne pouvaient menacer les firmes européennes ou américaines. Donc, on a laissé finalement un certain nombre de pays, l'Inde ou le Brésil, produire des molécules pour les pays du Sud. À partir des années 90, c'est plus possible. Et donc, progressivement, ces pays vont adapter leur législation et donc s'engager à respecter les brevets sur les molécules. Alors, vous voyez qu'en définitive, si on résume la situation et qu'on rassemble les deux points clés de ce que je voulais vous montrer, on a des firmes qui agissent dans l'intérêt des actionnaires qui sont principalement des fonds d'investissement américains, et on a des firmes qui peuvent protéger leurs molécules avec des brevets mondiaux. C'est génial. Je ne vois pas pourquoi on n'en profiterait pas pour faire le plus de profit possible. Alors évidemment, ça a des conséquences extrêmement importantes sur les patients, sur les systèmes de remboursement et de protection sociale. Ça a des conséquences d'abord en termes de prix. Alors, en préparant cette intervention, j'ai tapé sur Internet quel est le médicament le plus cher en France. Je l'ai trouvé vite fait. C'est le Zolgensma, excusez-moi pour la prononciation. C'est un médicament qui soigne l'amyotrophie spinale infantile. Donc, il y a plein de médecins dans la salle qui vous expliqueront beaucoup mieux que moi ce que c'est, mais ça avait l'air d'être une maladie très, très grave et dont les enfants mouraient environ au bout de 2 ans. Donc, évidemment, c'est une maladie très, très grave. Et c'est une molécule qui est vendue à peu près 2 millions d'euros l'injection. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que cette molécule, elle a été découverte grâce au Téléthon français. C'est-à-dire que c'est l'argent du Téléthon. Donc, je ne sais pas si vous avez été vendre des crêpes ou des barbapapas pour le Téléthon. Vous avez participé au financement de la découverte de cette molécule qui a été développée par l'INSERM et le CNRS. Mais c'est un peu ballot parce que cette molécule, elle a été vendue à Novartis. Et Novartis a récupéré la totalité du brevet. Et aujourd'hui, Novartis vend la molécule à 2 millions d'euros. C'est ballot, Et il y a la même chose on a le même exemple. Parce qu'au départ, je pensais au deuxième exemple, enfin au premier exemple, mais celui-là, j'ai trouvé mieux. C'est le médicament contre la mucoviscidose. C'est exactement la même histoire. C'est un médicament qui a été développé grâce au Généton et qui a été vendu à Vertex, qui est un laboratoire américain, et qui, de la même manière, est vendu. Alors, je n'ai pas le prix en tête, mais vous pourrez facilement retrouver ce prix sur Internet. Donc, la première conséquence de cette financiarisation, c'est les prix. On pourra, alors, il y a un petit jeu tout à l'heure sur les prix, on pourra en discuter. Comment sont fixés les prix par les autorités. Alors moi, je parle essentiellement des prix des médicaments remboursés, parce que les médicaments non remboursés ont un prix libre, donc ne m'intéresse pas finalement. C'est le prix des médicaments remboursés. Et en fait, ils sont fixés par négociation entre les laboratoires et en France, qu'on appelle le CEPS, donc c'est le Comité économique des produits de santé, et sur la base d'une évaluation soi-disant d'amélioration thérapeutique, c'est-à-dire de gain d'efficacité thérapeutique qu'apporte le médicament. Et plus le médicament apporte une efficacité thérapeutique supérieure, plus on peut avoir un prix élevé. Donc quand effectivement on a un médicament qui soigne une maladie pour laquelle il n'y avait aucun traitement, alors là c'est open bar. Vous pouvez évidemment... excusez-moi, je sais pas, il y a mon agenda qui déconne. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est l'organisation de la recherche. Aujourd'hui,
il n'est plus vrai de dire que ce sont les laboratoires qui financent la recherche et développement. En fait, la recherche et développement, elle est réalisée par des startups, la plupart du temps. Startups qui sont cofinancées par parfois des laboratoires, mais aussi des fonds d'investissement qui vont évidemment exiger une rentabilité très importante pour amener des financements, mais ils amènent des financements contre un retour sur investissement extrêmement important. Une autre conséquence, alors les médecins et les soignants qui sont là connaissent bien, c'est la question des pénuries. Les pénuries ont augmenté de 1000% en 10 ans. C'est-à-dire qu'il y avait 404 molécules qui étaient en rupture ou pénurie en 2013. Il y en a eu plus de 500 en 2023. Donc, on n'a pas. Parce qu'on a après le Covid, on a dit non, mais c'est le Covid, et puis puis la guerre en Ukraine, puis les problèmes de transport. Pas du tout. La ligne de croissance des pénuries, elle est tout à fait exponentielle. Et effectivement, bon, après le Covid, il y a eu une petite désorganisation, il y a eu un petit peu plus. Mais 2024, c'est plus le Covid. Hein. On retrouve des tas de... Les autres marchandises, on les trouve très bien. Donc le système de transport, il fonctionne. Donc c'est plus la question du Covid, c'est plutôt la question des choix de production et de produits des laboratoires. Les laboratoires n'ont pas intérêt à produire les médicaments qui ont perdu leur brevet, c'est-à-dire ceux qui sont en pénurie, les génériques, mais ont intérêt à produire de l'Ozempic, c'est beaucoup plus rentable. Vous imaginez bien que produire de l'amoxicilline, ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis, ils ont aussi externalisé une partie de la production dans les pays à bas salaire, donc pour ce qui est des molécules génériques, donc des molécules assez standards chimiques en Inde et en Chine. Aujourd'hui, c'est 80%, mais c'est beaucoup dit dans les médias, donc maintenant tout le monde le sait. C'est 80% de la production de ces principes actifs qui sont produits dans ces pays-là. Il y a 15 ans, c'était l'inverse. On en produisait 80%, on en importait 20%. Aujourd'hui, on en produit 20%, on en importe 80%. Donc, en une dizaine d'années, on a inversé complètement le ratio. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait plus produire des molécules. C'est bien parce qu'il y a des stratégies des laboratoires qui ont fait qu'on n'allait plus produire ces molécules en France ou en Europe, mais qu'on allait les produire dans des pays où les coûts de production sont plus faibles. Alors ça génère des tensions parce que tout ça, c'est en flux tendu. C'est ce qu'on appelle du lean management dans le jargon. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de stock. Il y a aussi très peu de producteurs. Il y a plus de la moitié des molécules pour lesquelles vous avez dans le monde 1 ou 2 producteurs. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui, je ne sais pas pour quelle raison, ait un problème, la molécule, elle n'est plus disponible. On pourra reparler de ces choix parce qu'il y a une actualité que je trouve extrêmement intéressante. C'est l'actualité de Sanofi. On a commencé par Sanofi, mais qui vend sa division grand public. Mais Servier a voulu vendre sa division grand public Biogarant. Novartis a vendu sa division grand public Sandoz. Donc on pourrait multiplier les exemples. Merck, GSK, ils ont tous fait la même chose. Donc en fait, on a des laboratoires qui se désengagent complètement sur ces molécules, on va dire, banales. Alors, banales d'un point de vue technologique, ça ne veut pas dire, et les médecins que vous êtes ici, certains me diront que non, elles sont encore très, très utiles pour plein de patients, mais elles ne sont pas du tout intéressantes pour les laboratoires. En fait, dans les années 2010, il y a eu un deal entre les organismes de remboursement et les grands laboratoires. Le deal, ça a été de dire on va mieux rémunérer l'innovation, on le voit avec l'exemple de l'Ozempic, on va très bien rémunérer l'innovation, mais en contrepartie, on va baisser les prix sur les molécules anciennes. Et donc, finalement, ça va contrebalancer. Les Big Pharma, elles ont dit banco, on le fait. Sauf qu'après ça, qu'est-ce qu'elles ont fait? Après, elles ont dit finalement, les molécules banales, ça ne nous intéresse pas de les produire. Donc, on s'en débarrasse. Nous, on ne va garder que celles qui ont des prix très, très élevés. Donc, c'est exactement ce qu'elles font. Et puis, une autre conséquence, c'est qu'il y a tout un ensemble de pathologies qui n'ont pas de traitement. On considère que 90% des dépenses de recherche et développement vont vers 10% des patients. Donc, pour des pathologies qui concernent 10% des patients. Les autres, ça n'intéresse pas.
Hein, alors on a Oxfam qui a le même... je l'ai mal écrit, excusez-moi. C'est Oxfam dont je voulais parler. Et ce qui est corroboré par la Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc là, la source, elle n'est pas politique. Hein, on ne peut pas aller contre ce que dit... ça m'énerve, ça. Ce que dit la FDA. Et du coup, on a tout un ensemble d'organismes. Alors moi, je travaille un peu en recherche avec un organisme, peut-être certains connaissent, qui s'appelle le DNDi, qui est une ONG suisse, qui fait des médicaments, qui découvre des médicaments pour des maladies négligées, notamment la maladie de Chagas, la leishmaniose, etc. Donc c'est une ONG extrêmement intéressante. Si vous voulez, on en reparlera. Et donc, en conclusion, moi, je suis désolée, je ne suis pas du tout une économiste standard. Hein, je suis plutôt proche de ce qui a été dit, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je suis quand même assez proche de ce courant de pensée. Mais force est de constater qu'on a des médicaments qui sont des produits de santé indispensables en termes de santé publique, je pense que là, on est tous d'accord, qui sont produits par des firmes, j'ai mis ultra financiarisées, hein, elles sont plus financiarisées que dans d'autres secteurs. Et on a des brevets, enfin ces firmes qui utilisent des brevets pour maîtriser les prix et les quantités. Hein, parce que si on a eu un problème sur les vaccins Covid, vous ne croyez pas que Pfizer, il était capable de produire le vaccin Covid en plus grande quantité? À qui on a fait croire qu'il n'était pas possible de produire du vaccin en quantité suffisante? Il suffisait de donner des licences volontaires à tous les laboratoires pharmaceutiques qui étaient capables de produire le vaccin. De contrôler la production a permis de faire monter les prix. C'est un double jeu. Plus vous limitez la production, plus les prix montent. C'est un truc à la con d'offre-demande. Hein. Et on a surtout des médicaments qui sont financés par les pouvoirs publics. Donc c'est royal. Les firmes pharmaceutiques sont dans un secteur, nous on dit, qui est solvable. C'est-à-dire qu'elles mettent en place un médicament, mais elles savent qu'elles vont le vendre. Puisqu'il y a des systèmes de remboursement, la sécurité sociale en France, mais d'autres ailleurs, qui vont payer. C'est zéro risque. Ils nous parlent de risque. Oui, on peut aller voir le petit entrepreneur du coin. Lui, il peut prendre un risque de développer, je ne sais pas, un commerce dans un endroit où c'est pas sûr. Mais elles prennent zéro risque, ces pharma. Zéro, puisque c'est payé par nos impôts et nos cotisations sociales, ou de plus en plus nos primes d'assurance d'ailleurs. Mais bon, on pourra en parler, c'est un autre débat. Donc, et on a laissé s'installer, je suis malheureusement là que pour faire un constat que je trouve affligeant, hein, mais je ne peux faire que ce constat qu'on s'est mis collectivement, et les pouvoirs publics nous ont mis collectivement dans une situation qui est totalement absurde. Totalement absurde. Alors après, on va dire, il faut faire des économies à la sécurité sociale. Ah oui. Sécurité sociale. Les profits, la capitalisation, je l'avais noté, mais dans l'émotion, je ne vous l'ai pas dit. La capitalisation boursière de Sanofi, c'est... D'abord, c'est la première capitalisation boursière de la Bourse de Paris. C'est devant Total. Devant Total, qui était longtemps la première. Et la capitalisation boursière, c'est 125 000 milliards d'euros. Non, 125 milliards d'euros. 125 milliards d'euros. Quand il y a trop de zéros, je m'y perds. 125 milliards d'euros. 125 milliards d'euros. Premier distributeur de profit en France. Je ne peux rien vous dire de plus. C'est bien un secteur ultra financiarisé dont on peut ébaucher rapidement les conséquences qui sont désastreuses pour nous patients, pour nous citoyens, pour nous citoyens de France, du monde et d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette démonstration. S'il y a des remarques, des analyses, des questions, des points de vue différents. Ouais. Bonjour, c'est juste une question toute simple, mais le CNRS et l'INSERM, quand ils vendent un brevet, ils savent ce qu'ils font.
Ils n'ont pas vendu, j'ai fait l'histoire courte, elle n'a pas été vendue directement à Sanofi. D'accord. Et surtout, le point d'achoppement pour les acteurs du Téléthon, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas capables de financer les tests cliniques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une molécule, il faut développer des tests cliniques, donc avec des phases successives, 1, 2, 3, mais les médecins connaissent bien ça. Et ces phases cliniques, elles sont notamment pour les phases 2 et 3 extrêmement coûteuses parce qu'il faut énormément de patients, etc. Et que là, ils ont vendu le brevet contre des royalties, donc ils ont 5% de royalties, ils sont peut-être bons chercheurs mais pas bons négociateurs. Et après, Sanofi, en fait, a racheté la start-up qui avait... voilà, je vous ai fait l'histoire courte. Mais il y a un super article dans Blast sur l'histoire de cette molécule. J'ai oublié le nom. Ça vous intéresse, on fait un très gros dossier qui est édifiant. Mais c'est à peu près le même dossier sur Vertex. Donc le médicament contre la mucoviscidose. Ce qui amène, ce qui a des conséquences, que ça amène par exemple, on l'a vu, et là aussi les médecins le savent, pour le sofosbuvir qui traitait l'hépatite C, mais qui a déjà maintenant 10 ans, qui était vendu, on a hurlé, mais c'est 56 000 € le traitement. C'était quasiment donné finalement par rapport au prix de... Bon, il y avait plus de patients touchés. Mais ça a conduit pour la première fois en France à sélectionner les patients. Donc les médecins, ne pouvant donner la molécule à tous les patients, ont été obligés, alors selon des critères que j'imagine extrêmement éthiques et justes, mais ont été amenés à sélectionner les patients qui bénéficieraient du traitement. Moi, j'ai une remarque et une question. La première, la remarque, c'est qu'on peut encore aggraver le tableau en disant qu'en plus, on a délégué aux firmes pharmaceutiques toute la formation. C'est-à-dire qu'énormément de congrès sont financés par les laboratoires. Énormément, même si maintenant, il y a des exigences de transparence, il n'empêche que pour accéder à un certain nombre de formations, il faut avoir une rémunération de laboratoire parce que c'est extrêmement difficile d'avoir un financement par nos entreprises. Donc ça, c'est encore plus grave, c'est-à-dire qu'on est formé à prescrire ce qui va faire notre tombe, quoi. Mais j'ai une question, c'est est-ce qu'on ne peut pas lutter quand même contre ça? La première, c'est déjà en ayant conscience qu'on est formé par les gens qui nous demandent de prescrire. Et la deuxième, c'est le médicament, c'est qu'une petite chose dans le soin. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre en situation d'évaluer l'efficience du parcours de soins, d'évaluer l'efficience globale du soin et réduire le médicament à sa place, qui est importante dans certaines pathologies, mais pas dans toutes, et qui permettrait de penser le financement un peu autrement que simplement dans l'efficacité d'un traitement prouvé contre placebo sur des petites données, mais plutôt intégré dans un parcours de soins qui intègre beaucoup plus de choses et qui remettrait le médicament à une place qui serait moins prédominante. Alors, vous avez raison, les laboratoires non seulement financent, alors c'est plus contrôler les congrès, mais détiennent aussi la presse médicale. Et donc, ça veut dire que quand il y a des articles qui donnent les tests cliniques de telle ou telle molécule, en général, c'est financé par le laboratoire qui l'a développé. Et quand vous avez des études qui disent « non, mais c'est pas si bien que ça », elles ne sont pas publiées dans les revues qui sont tenues par les laboratoires. Ça serait quand même un peu se tirer une balle dans le pied que de faire publier. Donc, vous avez tout à fait raison. Après, on pourrait discuter... mais là, ça dépasse ma compétence d'économiste, de l'efficacité réelle de tout un ensemble de traitements qui semble très discuté, en tout cas par le corps médical. Il y avait un groupe de médecins, de 100 cancérologues, qui avaient dit qu'il y avait beaucoup trop de molécules contre le cancer et que sans doute des anciennes étaient plus efficaces que des nouvelles 10 000 fois plus chères. Effectivement, vous avez raison, il y a un vrai travail à faire sur les molécules. Il y a sans doute beaucoup trop de molécules. Et puis, dans le jargon pharmaceutique, on va parler des MeToo. Les MeToo, c'est des molécules qui sont développées par les laboratoires, qui sont en fait des petites améliorations des médicaments sous brevet, mais qui permettent de prolonger le brevet de 20 ans. Donc en fait, ils présentent des molécules qui ont une toute petite modification, mais qui récupèrent de nouveau un brevet, etc. Et là, il y a sûrement un contrôle plus grand à faire par à la fois les autorités qui délivrent les autorisations, HAS et tout le bazar, et puis sans doute par les médecins qui... Bon, mais là, moi, c'est plus de ma compétence médicale, mais oui, bien sûr. Je pense que vous connaissez tous la revue Prescrire et que la revue Prescrire est assez assassine sur un certain nombre de stratégies des laboratoires ou même de molécules.
Je vois dans le Sanofi, dans le portefeuille que détient Opella, il y a visiblement tout un ensemble de molécules qui sont même jugées par l'HAS nuisibles. Le Malox, enfin bon, je ne sais pas. Mais après, les médecins qui sont là seront sûrement mieux. Je sais, quand j'essaye de faire manger ça à mes enfants, ils le crachent, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. J'aurais juste une question rapide sur la question des tests cliniques, parce que bon, vous avez fait la liste de plusieurs, entre énormes guillemets, vices. Mais bon, moi, quand j'essaye de me représenter la question, j'ai l'impression que le dernier blocage, entre guillemets, c'est le fait que les États ne sont pas prêts à financer, ou les associations, des essais thérapeutiques, et qui, de toute façon, dans les standards qui sont demandés aujourd'hui pour une autorisation de mise sur le marché, sont trop chers pour être financés par qui que ce soit d'autre qu'une industrie extrêmement, extrêmement profitable à côté. Et comment dire, c'est un peu pour moi un rempart que j'ai du mal à dépasser mentalement, entre guillemets, dans le démêlement de cette histoire de financiarisation de la production pharmaceutique. Alors, il y a quand même beaucoup de tests qui sont financés par l'hôpital, parce que je pense que plusieurs diront ici que dans leur service de cancérologie avancée, ils travaillent sur des molécules qui ont ce qu'on appelle des ATU, donc des autorisations temporaires d'utilisation, et qui sont continuellement en phase de test. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais il y a évidemment des molécules qui sont testées dans le système public. Elles le sont quasiment toutes. Mais oui, alors c'est ça dépend à quelle... Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, si vous voulez, c'est tout le système qui... Bon, moi, j'avais pas 2 heures, on pourrait en parler 2 heures. La recherche est largement financée par les États. C'est ce que j'ai essayé de montrer rapidement avec les 2 exemples les États financent la recherche, ensuite vendent ça au laboratoire et repayent. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais les laboratoires, n'oubliez pas que les laboratoires dépensent plus en promotion, alors ce qu'on appelle promotion, moi j'aurais envie de l'appeler lobbying, qu'en R&D, en recherche et développement. La première source de dépenses des laboratoires, c'est la promotion. Et de tout temps, c'est pas nouveau d'ailleurs, c'était déjà le cas il y a 20 ou 30 ans. Et un des lobbies les plus puissants à Bruxelles, c'est le lobby pharmaceutique. Donc, effectivement, c'est peut-être tout un système à repenser. Et c'est assez amusant de voir qu'aux États-Unis, les hôpitaux américains ont développé un producteur de médicaments génériques, un non lucratif. Donc, il y a aujourd'hui une centaine d'hôpitaux aux États-Unis, je crois que c'est pas loin de 150, qui font produire des molécules par cet acteur non lucratif. Alors aux États-Unis, il y a une double problématique de prix et de disponibilité, mais là encore, les Américains ont finalement trouvé un moyen, d'une certaine manière, de contourner, alors partiellement, évidemment, très partiellement, les grands laboratoires pharmaceutiques. Et quand on dit ça en France à la télé, on passe pour un stalinien de la dernière espèce, une espèce de génération perdue. Bon. Et quand on dit, ouais, mais les États-Unis l'ont fait, donc, je sais pas, c'est près. Mais oui, vous avez raison. Mais de toute façon, c'est toute la chaîne qu'il faut complètement revoir, retravailler. Ce système des brevets, alors, en économie, il n'est pas du tout. Alors, évidemment, on va refaire. Je vais me mettre dans les pas de mon collègue. L'économie standard dit la connaissance est appropriable. Il y a des externalités qui peuvent être. Donc, évidemment, si on découvre un truc qu'on ne protège pas, n'importe qui peut le prendre. Donc, il faut des brevets, parce que s'il n'y a pas de brevet, il n'y a pas d'incitation à investir dans la recherche et développement. Sauf qu'il y a un ensemble de travaux qui ont été menés par... il y a maintenant plusieurs travaux qui ont été menés par des économistes qui montrent que quand on a augmenté la législation sur les brevets, ça n'a pas permis d'augmenter le nombre de médicaments découverts. Donc, et avant qu'il y ait des brevets, les laboratoires... ils protégeaient leurs molécules par ce que font chaque firme, le secret, la marque, l'expérience, la compétence, etc., ne recouraient pas aux brevets. Et l'industrie pharmaceutique fonctionnait sans brevet. Aujourd'hui, là aussi, quand on dit ça, ça paraît, on passe pour quelqu'un qui dit un truc complètement dingue, quoi. Non, il n'est pas obligatoire d'avoir des brevets, et même si on a des brevets, on n'est pas obligé d'utiliser... Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est plus dans le débat brevet, pas brevet. Bon, il y a des brevets. La question, c'est de l'utilisation des brevets. Et c'est une utilisation qui est excessive du brevet, parce qu'elle conduit à priver les patients de molécules. Que ce soit dans les pays du Nord
ou alors à des prix qui commencent par dépasser l'entendement, ou dans les pays du Sud, parce qu'il n'est pas possible pour un pays du Sud d'avoir un médicament, enfin, je ne parle même pas de 2 millions, mais même à $1000, ce n'est pas possible pour un pays du Sud. Donc, En fait, vous avez, par avance, vous venez de répondre à la question que... Voilà, merci 1000 fois pour votre exposé. Est-ce que cette histoire de non-respect de la législation sur les brevets n'a pas été posée il y a 20-25 ans au moment de l'épidémie de sida? Parce que c'est à ça que j'ai pensé quand vous en avez parlé tout à l'heure. Bien sûr. Et il y a des... Bon, c'est le procès de Pretoria. Là aussi, c'est plutôt pour les plus vieux d'entre nous qui peuvent éventuellement s'en souvenir. Mais effectivement, la premier problème des brevets s'est posé au moment de la pandémie du sida dans les pays du Sud, essentiellement. Et il faut voir, alors il faudrait des heures, mais il faut voir les stratégies des laboratoires pour empêcher les pays du Sud d'acquérir ou d'avoir des antirétroviraux malgré les dispositions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une disposition à l'OMC qui s'appelle les licences obligatoires, donc qui théoriquement permettent à un pays d'acquérir la molécule de son détenteur contre royalties en cas de danger, de nécessité de santé publique. Et à chaque fois qu'un pays du Sud a essayé de lancer une licence obligatoire pour un ARV, il y a eu des rétorsions énormes de la part des laboratoires, notamment américains, qui peuvent aller de soit ok, vous faites ça, mais on a une nouvelle formule plus thermostat machin, celle-là vous l'aurez jamais, ou on va vous déclencher une loi américaine qui s'appelle le 31 spécial, qui fait que les Américains ont cette loi qui permet de condamner un pays s'il touche à des intérêts commerciaux d'une firme américaine. Donc c'est complètement... Et donc en fait, il y a très peu de pays qui ont pu obtenir des molécules, en l'occurrence des antirétroviraux, sous licence obligatoire. Et le pays qui a déclenché une licence obligatoire, ce sont les États-Unis, au moment de l'attaque de l'anthrax après 2001. Alors là, pour le coup, ils ont lancé une licence obligatoire pour avoir le médicament qui luttait contre l'anthrax. Mais vous avez raison, les premières questions, et le plus de travaux d'ailleurs, se sont faits sur la question des antirétroviraux. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces mécanismes de licence obligatoire, ils n'ont pas fonctionné et qu'il y a d'autres stratégies qui ont été mises en place, donc des poules de brevets ou des trucs pour essayer que les pays du Sud aient quand même des molécules. C'était au moment du Covid, ce qui n'a absolument pas marché, mais ce qui avait été au début, l'idée, c'était que les vaccins Covid, ils allaient être... stockés tous ensemble, et puis ensuite on allait les répartir de manière homogène entre les pays en fonction des groupes à vacciner en premier, évidemment le personnel médical, les personnes à risque, etc. Donc ça, c'était sur le papier, c'était beau, on s'entendait tous, on faisait un truc super équitable, puis en définitive, vous savez ce qui s'est passé. Donc, Bonjour. Est-ce qu'il est possible de quantifier économiquement l'impact que peut avoir de garder sur le marché certains thérapeutiques qui sont rentables pour les labos, mais qui sont délétères pour les patients, comme avec le laboratoire Servier? Est-ce qu'on peut globalement... Alors, ça serait possible de le faire. Je ne l'ai pas fait, je peux vous dire, mais oui, c'est possible. Il suffit de pas... Les dépenses par médicament de la sécurité sociale, on les a, globalement. Alors après, il faut chiffrer le coût des maladies, c'est un peu plus compliqué. Mais on connaît le coût d'une journée d'hôpital, on connaît... donc on doit pouvoir estimer globalement... Pas de manière très fine, mais dans les grandes masses, on doit pouvoir le faire. Moi, je crois qu'il y a un problème majeur qui n'est pas souvent soulevé, c'est le problème des phases 4, de la surveillance des médicaments une fois qu'ils sont sur le marché. Et sans imaginer nécessairement qu'il y ait toujours quelque chose de crapuleux au départ, comme évidemment dans l'affaire du Mediator, il y a quand même pas mal de medical reversal, de médicaments qui étaient censés apporter un gros bénéfice, et puis on s'est aperçu qu'ils tuaient d'une autre façon. Et ça, c'est quand même le problème des centres de pharmacovigilance et de la surveillance, parce que quand un médicament est donné à une très grande partie de la population, des effets rares qui ont pu ne pas apparaître
dans les phases nécessaires à la mise sur le marché du médicament, vont tuer quand même pas mal de monde. Alors on a eu le Vioxx qui a tué je ne sais combien de personnes. C'était un anti-inflammatoire qui devait être très gentil pour l'estomac, contrairement aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, pas de cortisol. Et puis en fait, ça tuait par maladie cardiaque. Donc ça, c'est un gros problème de santé publique. La surveillance de ce qui va se passer. D'ailleurs, pour le médicament miracle de l'obésité, on ne sait pas encore à long terme ce que ça va donner non plus. Donc ça, il faut que des choses soient mises en place, et c'est pas facile, la pharmacovigilance. J'en suis bien consciente, mais c'est important. Voilà, merci beaucoup à vous.